Souvent, quand on évoque une prescription médicale, on imagine une précision quasi d'ingénierie. Ouais, c'est très carré en général. Voilà, genre une infection bactérienne mineure diagnostiquée chez un patient, le protocole dicte 30 mg d'un antibiotique spécifique par jour pendant très exactement 7 jours. C'est ça. L'approche est mathématique, elle est binaire, et pour dire la vérité, elle est très réconfortante. Ah, totalement. L'ordonnance cible un mécanisme pathologique précis, le traitement agit sur la cible, et le problème est censé être résolu de manière prévisible. Oui, alors la médecine allopathique classique repose effectivement sur ce principe rassurant de la clé et de la serrure. D'accord. Le problème est clairement identifié par un diagnostic, la molécule médicamenteuse est parfaitement profilée pour s'emboîter dans les bons récepteurs, et le résultat clinique est attendu avec une marge d'erreur vraiment minime. C'est vrai que l'esprit humain apprécie particulièrement quand la biologie se plie à des règles aussi lisibles qu'un plan de construction. Mais c'est précisément là que l'illusion de contrôle s'effrite un peu. Ah bon, comment ça? Quand on bascule dans le monde redoutablement complexe des maladies métaboliques chroniques, et plus particulièrement dans le domaine des traitements par le changement de mode de vie, cette belle précision chirurgicale s'évapore instantanément. Ah ouais, c'est vrai. Face à un patient métaboliquement malade, la rigueur fait souvent place à un vague conseil du type il faut faire un peu plus d'exercice. Exactement. Comme si toutes les formes de mouvement physique constituaient une seule et même pilule magique. Genre comme si soulever de la fonte, marcher dans un parc ou nager le papillon produisait le même écho chimique dans nos cellules, quoi. C'est un flou conceptuel majeur qui persiste depuis des décennies. Mais bon, la science moderne, poussée par des technologies d'analyse sanguine de plus en plus pointues, commence heureusement à déconstruire cette approche un peu simpliste. Donc le brouillard se dissipe un peu. Oui. Et ce qu'on découvre à l'échelle de nos tissus, de nos fibres musculaires et de notre foie est d'une complexité fascinante. L'exercice physique ne doit plus du tout être vu comme un concept abstrait visant simplement à brûler des calories. C'est plus que ça. Bien plus, c'est un véritable langage chimique, un code transmis au système endocrinien. Eh bien, aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une étude d'une rigueur exceptionnelle qui illustre parfaitement cette révolution de la pensée médicale. Une excellente étude, oui. Le document de base, c'est un article publié en 2024 dont le titre complet est une véritable bouchée scientifique en anglais. Attends, je le lis. A randomized controlled trial to determine the impact of resistance training versus aerobic training on the management of FGF21 and related physiological variables in obese men with type 2 diabetes mellitus. Rien que ça, hein. Ouais, faut s'accrocher. Mais au-delà de ce jargon impressionnant, les travaux menés par les chercheurs Yimai Juan et Gutian Lu et publiés dans la très respectée revue Journal of Sports Science and Medicine changent fondamentalement la donne. Complètement. Et l'enjeu de cette publication dépasse largement le cadre des salles de sport. C'est-à-dire, Pour bien en mesurer l'importance, il faut rappeler le contexte épidémiologique actuel. L'obésité n'est plus une prévision, c'est une réalité clinique qui entraîne mécaniquement une hausse dramatique des diagnostics de diabète de type 2. et c'est une pathologie vraiment pernicieuse. Ah, ça ne se résulte pas du tout à un simple excès ponctuel de sucre dans le sang, non. Ça provoque une résistance systémique à l'insuline, ça altère les fonctions hépatiques, dérègle les reins et ça détruit lentement l'équilibre métabolique de l'organisme tout entier. Donc, la mission de notre exploration aujourd'hui est très claire. Nous allons dépasser ce conseil médical bien intentionné, mais terriblement flou, qui consiste à dire « faites du sport pour votre santé ». Voilà, Nous allons chercher à comprendre, précisément, au niveau moléculaire, comment un type spécifique d'exercice provoque une adaptation chimique distincte. c'est ça l'objectif. Bon, décortiquons tout cela. Pour prouver qu'un type de mouvement crée une signature chimique différente d'un autre, les chercheurs ne pouvaient pas se contenter d'observer des sportifs du dimanche, n'est-ce pas? Ah non, pas du tout. Le protocole expérimental repose effectivement sur la sélection ultra rigoureuse d'un véritable laboratoire humain. Ils ont pris qui exactement? Les auteurs de l'étude ont rassemblé un échantillon très homogène de 36 hommes. La tranche d'âge est volontairement restreinte entre 40 et 45 ans. Ah, une période charnière. Exact. C'est le moment où le métabolisme commence naturellement à ralentir et où les hormones fluctuent. Fait crucial, tous ces hommes sont totalement sédentaires et présentent une obésité avérée. Donc un IMC supérieur à 30. C'est ça.
Mais ce n'est pas seulement leur sédentarité ou leur poids qui les rend intéressants pour cette recherche. C'est leur dossier médical commun, je crois comprendre. Ils partagent une caractéristique thérapeutique très spécifique qui permet d'éliminer beaucoup de bruit statistique, non? C'est le coup de génie méthodologique de cette étude. Ces 36 hommes sont tous diagnostiqués avec un diabète de type 2 depuis au moins 4 ans, Donc la maladie est bien installée. profondément installés. Mais surtout, ils dépendent tous d'une seule et unique molécule pour gérer leurs conditions, la metformine. D'accord. Ils en consomment une dose thérapeutique importante, environ 1900 mg par jour. Il n'y a pas d'injection d'insuline exogène, pas de cocktail complexe d'antidiabétiques de nouvelle génération. Ah, malin! En s'assurant que le terrain médicamenteux est strictement identique et isolé, les chercheurs garantissent que toute variation dans les prises de sang finales sera exclusivement le résultat de l'exercice, c'est ça? Exactement. Aucune interférence médicamenteuse. Super clair. Alors, une fois ce groupe de 36 volontaires établi, la répartition est assez classique mais redoutablement symétrique. 3 groupes de 12 personnes. C'est ça, oui. Le premier est un groupe de contrôle, à qui l'on demande de ne rien changer, de rester sédentaire et de continuer sa metformine. Le deuxième groupe est assigné à l'entraînement en résistance, on l'appellera le groupe RT, qui va soulever des poids, utiliser des machines et des haltères. Et le troisième? Le troisième groupe est affecté à l'entraînement aérobie, le groupe AT, dont la mission se résume à une course continue sur un tapis roulant. Voilà. L'aspect le plus exigeant de cette séparation, c'est vraiment le paramétrage de l'effort. Pourquoi? Dans la littérature scientifique dédiée au sport, le biais principal consiste souvent à comparer une séance d'haltérophilie épuisante avec une marche digestive légère. Ouais, ça n'a aucun sens. Ici, l'équité est stricte. L'intervention dure 12 semaines, à raison de 3 jours par semaine. L'intensité relative est parfaitement calibrée pour les deux groupes actifs. C'est-à-dire? Qu'ils soient en train de repousser une presse à cuisse ou de courir, ils évoluent tous à une intensité de 70 à 75% de leur capacité maximale. D'accord. Pour le groupe aérobie, ça se mesure par la fréquence cardiaque. Pour le groupe résistance, c'est basé sur le pourcentage de la force maximale sur une répétition. Attends, c'est justement là que la prémisse me semble un peu contre-intuitive. Ah bon? Imaginons la scène. Le volume de temps de travail est identique, autour de 30 à 45 minutes d'effort réel. L'intensité relative est calée à 75% pour tout le monde. Oui, Si cet effort exige la même dépense énergétique apparente, pourquoi la biologie cellulaire s'en soucierait-elle? c'est une bonne question. Je veux dire, au fond de nos cellules, l'organisme fait-il vraiment la différence entre la contraction qui pousse de la fonte et celle qui propulse le corps sur un tapis? Oui. L'effort ne reste qu'il pas simplement de l'effort. Eh bien, la réponse biologique est sans équivoque, le corps perçoit une différence monumentale. Vraiment? La cellule musculaire n'est pas un simple moteur aveugle qui consomme du carburant. C'est un capteur sensoriel ultra sophistiqué. Et pour comprendre comment l'organisme décode cette différence, il faut introduire le biomarqueur central de cette étude. Ah, la fameuse protéine. Oui, une protéine dont le rôle est fondamentalement réparateur, le FGF21. Le fibroblast Growth Factor 21. Son nom semble un peu à un code industriel, mais ce messager semble détenir un pouvoir impressionnant, non? Absolument. Pour le définir clairement, le FGF21 appartient à la famille des hépatokines. Des protéines du foie, c'est ça? Exact. C'est une protéine de signalisation sécrétée en très grande majorité par le foie en réponse à certains stress métaboliques. Dans le contexte de l'obésité et du diabète, c'est une des clés de voûte de la survie. Elle fait quoi au juste? Elle intervient pour forcer l'assimilation du glucose par les tissus périphériques et aide à restaurer la sensibilité globale à l'insuline. Ok. On pourrait se la représenter comme un signal d'urgence du foie qui ordonne aux cellules récalcitrantes d'ouvrir leurs portes pour absorber le sucre toxique qui s'accumule dans le sang. D'accord, je vois, mais la logique voudrait que, puisque nos deux groupes ont transpiré à la même intensité pendant 3 mois, le foie émette ce même signal d'urgence de façon similaire, non? Et c'est là que c'est surprenant. En lisant les données, une hiérarchie brutale apparaît. Bien sûr, par rapport au groupe sédentaire, n'importe quel exercice augmente ce fameux FGF21. Logique. Mais le groupe d'entraînement en résistance, ceux qui ont manipulé des haltères affichent des résultats qui transcendent complètement ceux du groupe aérobie. Non, sérieux? À quel point? Les statistiques démontrent une supériorité frappante. On utilise la taille d'effet pour évaluer l'impact. Un score au-dessus de 0,8, c'est déjà un effet robuste. Et là? 1,36 pour le groupe aérobie. C'est excellent. Mais pour le groupe résistance, la taille d'effet grimpe à 2,16. Waouh! L'impact de la fonte est quasiment doublé par rapport à la course à pied.
C'est un véritable séisme métabolique déclenché par l'effort contre-résistance. Mais ce pic prodigieux de FGF21 ne tombe pas du ciel. Ça s'inscrit dans un bouleversement complet de l'environnement chimique du corps. Les chercheurs ont aussi analysé le duel classique entre la testostérone et le cortisol, c'est bien ça? Tout à fait. Et c'est fondamental car le diabète et l'obésité chronique enferment les patients dans un état inflammatoire permanent, un état catabolique. C'est-à-dire que le corps se détruit lui-même. En gros, oui. Dans ce scénario, le cortisol, l'hormone du stress, est sécrété en excès en permanence. Sa fonction première est de dégrader les tissus musculaires pour libérer des acides aminés et créer du nouveau sucre pour fuir un danger. C'est exactement l'inverse de ce dont un diabétique a besoin. Exactement. Et pendant ce temps, la testostérone, qui est l'hormone de la construction et de la réparation tissulaire, s'effondre. Le corps se consume de l'intérieur. Mais les prises de sang montrent que l'exercice freine cette destruction. En faisant chuter le cortisol et remonter la testostérone. Et là encore, le groupe qui manipule des charges lourdes remporte la palme d'or de la réinitialisation hormonale. Oui, haut la main. Mais comment le simple fait de soulever des poids parvient-il à hacker notre glande surrénale avec une telle supériorité par rapport au fait de courir? L'explication se trouve dans la nature biomécanique du mouvement. Le stress mécanique intense imposé aux fibres par une charge lourde génère des micro-déchirures très spécifiques. D'accord. Face à ce besoin massif de reconstruction, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui contrôle le stress, s'adapte radicalement. Il provoque une régulation à la baisse des récepteurs de la glande surrénale. Donc moins de sensibilité au stress. C'est ça. La production d'hormones cataboliques, comme le cortisol, chute. L'organisme coupe le robinet du stress pour allouer son énergie à la réparation. Ce vide libère la voie pour produire plus de testostérone. Créant ainsi un environnement anabolique parfait. Exactement. Et c'est cet environnement hormonal précis qui sert de tremplin pour l'activation massive du FGF21. Pour résumer cette dynamique, c'est comme si soulever des poids lourds envoyait un télégramme d'urgence exigeant une reconstruction structurelle massive. L'organisme n'a pas d'autre choix que de réécrire son code hormonal. C'est une belle image. En comparaison, le cardio agirait davantage comme une équipe de nettoyage nocturne, très efficace pour balayer les couloirs, mais qui n'a pas l'autorisation de modifier les fondations de l'immeuble. La métaphore est parfaite. Le nettoyage métabolique est indispensable, mais il ne reprogramme pas l'architecture hormonale avec la même profondeur thérapeutique que le traumatisme positif de la musculation. Voici où cela devient vraiment captivant. Si on laisse les hormones de côté un instant pour se concentrer sur l'ennemi numéro 1 de ces patients, le sucre, l'entraînement en résistance apparaît comme l'outil clinique de loin le plus performant, non? Ah, les données sur le métabolisme du glucose sont sans appel. Dans le groupe RT, on note une baisse drastique de la glycémie à jeûne. Et surtout, l'hémoglobine glyquée, le marqueur HbA1c, chute de manière bien plus marquée. Et l'indice Achomayer aussi, qui mesure la résistance à l'insuline. Oui, la variable la plus critique. La taille d'effet sur cet indice est de moins 1,75 pour le groupe poids, contre moins 1,05 pour le groupe course. La supériorité dans le traitement du sucre est écrasante. Sans compter que leur force maximale a logiquement connu une progression majeure, protégeant leur squelette. Mais cette domination des haltères soulève une vraie interrogation. Si l'objectif principal d'un diabétique est de gérer son sucre, le tapis de course a-t-il encore la moindre utilité médicale? Ne devrait-on pas ne prescrire que les squats? Ce serait une erreur d'interprétation grave. Ah bon? Parce que l'analyse révèle la phase cachée du métabolisme, celle des lipides. L'entraînement aérobie prend une revanche éclatante sur la gestion des graisses circulantes. Ah ouais. Le groupe AT est le champion indiscutable du profil lipidique. La course à pied offre des changements bien supérieurs pour baisser le cholestérol total, effondrer les triglycérides et faire reculer le LDL, le mauvais cholestérol. Et ça fait grimper le bon cholestérol, le HDL, hein? Tout à fait. Et évidemment, l'endurance cardiovasculaire explose dans ce groupe. La divergence est vraiment fascinante. À partir d'une même intensité d'effort, la bifurcation physiologique est totale. D'un côté, le muscle devient une éponge assoiffée de sucre, de l'autre, il devient un incinérateur à graisse. Comment la cellule fait-elle ce choix? Le choix est dicté par la disponibilité de l'oxygène. C'est-à-dire? L'entraînement aérobie implique un effort continu. La respiration ne s'arrête jamais. La cellule travaille avec de l'oxygène en permanence, ce qui stimule la voie oxydative. Ok.
L'effort s'inscrivant dans la durée, le corps sait que les réserves de sucre vont s'épuiser trop vite. Il choisit donc de puiser massivement dans les graisses circulantes. La bêta-oxydation, le sang se vide de ses lipides. La combustion des graisses est lente, mais inépuisable. Et que se passe-t-il sous une barre chargée, avec des séries explosives et des pauses courtes? L'environnement change du tout au tout. L'effort est extrêmement violent sur quelques secondes. Le métabolisme bascule en mode anaérobie, sans oxygène. Donc la graisse est trop lente à convertir. Exactement. La fibre a besoin d'énergie immédiate, de sucre. Pour survivre, la cellule déclenche la migration de millions de récepteurs, les GULT4, vers la membrane externe du muscle. Comme des milliers de bouches aspirantes qui vont siphonner le glucose sanguin. C'est ça. Ce mécanisme purge l'hyperglycémie avec une efficacité redoutable. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi cette publication de 2024 bouleverse-t-elle autant l'approche clinique future? Ces résultats valident un changement de paradigme. L'exercice n'est plus d'une entité monolithique, c'est une intervention d'une précision inouïe. Chaque mouvement déclenche une réponse hormonale distincte. On passe de la médecine générale à la haute couture métabolique, quoi. La prescription de demain devra être entièrement personnalisée en fonction du bilan sanguin du patient. Les applications cliniques sont directes. Si un patient avec un diabète de type 2 a une perte totale de contrôle sur son sucre avec un excès de cortisol, la marche ou le vélo ne sont pas les armes les plus adaptées. Il faut des poids. La véritable ordonnance de première ligne devrait exiger de l'entraînement en résistance. C'est la voie prouvée pour maximiser le FGF21 et drainer le sucre. Et le raisonnement inverse s'applique tout aussi logiquement. Si un patient a une glycémie gérée par sa metformine, mais des analyses lipidiques alarmantes avec des triglycérides explosifs, Là, l'intervention à prix léger est radicalement différente. L'envoi sous des barres d'haltérophilie serait une erreur de stratégie. Il faut formellement prescrire de l'aérobie pour nettoyer le sang de ses lipides, le bon outil pour le bon problème. c'est un niveau de compréhension qui redonne au patient une prise directe sur son destin. D'ailleurs, ça pousse à imaginer un futur médical qui semble soudain très proche. Ah oui. À quoi tu penses? Imaginons le parcours de soins dans quelques années. Que se passerait-il si les systèmes d'IA intégraient ces données en temps réel? Un patient arrive, son bilan sanguin révèle son déficit exact, le ratio lipide-glucose, le ratio cortisol-testostérone. Oui, tout cartographié. Et face à ce tableau de bord, le logiciel ne générait plus un énième comprimé. L'imprimante délivrerait une posologie biomécanique parfaite, le nombre exact de répétitions, les charges au kilo près, pour optimiser le FGF21 ou les minutes sur tapis roulant pour la voie oxydative. C'est vertigineux. La salle de sport deviendrait l'extension ultra précise de la pharmacie moderne. C'est une vision de l'avenir où la biologie moléculaire fait du mode de vie une science exacte. Et pour ceux qui nous écoutent, désireux d'examiner toute la rigueur de ces données, il est fortement recommandé de consulter le Journal of Sport Science and Medicine. Pour y lire l'article original de Yimé Douane et Goutienne Lu, Dans son intégralité, oui, c'est la meilleure approche pour saisir la subtilité de cette démonstration. le message est passé. Et avant de clore, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications dès maintenant. C'est l'outil le plus simple pour ne rien manquer de nos futures analyses. Exactement. Le jour n'est peut-être plus très loin où le bruit de la fonte ou du tapis de course sera prescrit avec la même certitude biochimique qu'une pilule. L'exercice est un langage et on commence tout juste à en déchiffrer la grammaire. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la recherche.